Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Moi ça va très très bien, j'ai passé une belle journée. Attendez, je suis en train de regarder des petits paramètres. Ouais, j'ai passé une chouette matinée là ce matin. On est toujours en train d'avancer parce que le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous approche. C'est dans une quarantaine de jours, 45 jours si je me trompe pas. Et quand on arrive comme ça à un mois et demi, il y a toujours tout plein de choses à faire. Mais on adore faire ça, donc du coup on prend beaucoup de plaisir. C'est un début d'une conversation là qu'on vient d'avoir avec Jérôme où moi j'avais vraiment le sentiment de ne pas avoir de contraintes en fait depuis que j'ai créé mes activités. Mais je crois que ça dépend. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que vous avez des contraintes dans votre vie ? Et notamment, si c'est des contraintes, quel regard en fait vous portez dessus ? Parce que je crois que beaucoup, c'est vraiment des questions de regard. Donc voilà, moi j'ai plutôt l'impression de surfer sur quelque chose qui me correspond et j'ai pas l'impression d'avoir des contraintes, mais de passer du bon temps à co-créer, à mettre en place des projets qui sont inspirants et qui puissent vous impacter, vous faire réfléchir, ou en tout cas peut-être semer des graines, avoir un regard un peu différent. Et donc, j'ai pas vraiment l'impression de travailler depuis 23 ans, si je réfléchis bien. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'on va papoter un petit peu avec Jérôme, parce que Jérôme vient donner une conférence au 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? On va parler notamment d'anxiété. Et je voulais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée sur la première édition du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Et puis, on se retrouve tout de suite après avec Jérôme. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous ? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon ? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Ah, si c'était juste ça serait tellement bien. En tout cas, je vous invite aussi à réfléchir à cette question, bien évidemment. C'est quoi le bonheur pour vous ? Je vais apparaître Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Je vais très bien et je suis très heureux d'être avec vous à présent. Et moi aussi, je suis content de te recevoir. On est une petite demi-heure ensemble. L'idée, c'est de donner envie aux gens de venir au congrès. Ok. Et donc, je vais te laisser te présenter, Jérôme, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. La parole est à toi. Grande majorité des gens ne doit pas me connaître en réalité. Je ne sais pas. Je suis Jérôme Oliveira, je suis yogi depuis plus de 30 ans. J'ai découvert le yoga quand j'étais adolescent, à une époque où personne ne faisait du yoga, où on pensait, pour les rares personnes qui connaissaient à l'époque, que c'était un truc de secte. Et moi, ça a changé ma vie dès le premier cours et j'ai su que le yoga allait m'accompagner toute ma vie. Et ça fut le cas, je suis devenu enseignant de yoga. J'ai travaillé également 15 ans en télé
à faire des documentaires télé. Alors, j'ai monté ma boîte de prod, à produire des documentaires de société. Et puis, j'ai voulu faire des documentaires sur le bien-être et la spiritualité. Et ça va parler à Julien et à son magnifique documentaire qui a déjà 5 ans, non? C'était il y a combien de temps? Plus que ça, il est sorti en 2017. C'est quoi le bonheur pour vous? C'est plus de 8 ans maintenant, 2017. Ah ouais. Ah ouais. Moi, depuis, j'ai un problème de timing depuis le Covid. Je sais plus. J'ai une échelle de temps qui a bougé. Déjà 7 ans. Et c'était à l'époque complètement impossible et c'était un échec pour moi. Je me suis heurté à toutes les chaînes qui refusaient, qui ne comprenaient pas en fait que le bien-être puisse être ne serait-ce qu'un besoin des téléspectateurs. Et donc du coup, j'ai pris les choses autrement. J'ai continué à faire des documentaires télé et j'ai produit des conférences en bien-être en faisant venir des auteurs internationaux qui étaient des stars dans tous les pays du monde sauf en France. Et je les ai fait connaître en France, comme Deepak Chopra, comme Eckhart Tolle, comme Marianne Williamson, comme Neil Donald Walsh et comme plein d'autres. Et j'ai participé d'une certaine façon à créer cette scène du bien-être et de la spiritualité en France et surtout à la rendre visible, notamment dans les médias. Et puis je suis un chercheur de l'amour et j'ai écrit 2 bouquins sur l'amour, sur les relations amoureuses. Et puis également, je suis éditeur bien-être aux éditions J'ai lu. Et les éditions J'ai lu, eh bien, on est la maison d'édition la plus populaire en France, avec notamment une collection incroyable qui s'appelle Aventure secrète, des petits livres rouges sur la spiritualité, et puis évidemment le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'être éditeur. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que en 99 ça existait déjà? De quoi? Cette collection? Elle a 63 ans. Ah, donc c'est la collection pionnière en spiritualité. Ouais. En 99, j'étais à Virgin sur les Champs-Élysées à Paris et je tombe sur un bouquin qui va générer un grand déclic, c'est La prophétie des Andes. Et c'était dans la collection, je le vois encore, c'est les bouquins qui sont rouges, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les petits livres rouges. Et La prophétie des Andes, James Redfield. Je pense que c'est un livre, c'est un peu comme L'Alchimiste, ce sont des livres marqueurs, fondateurs sur le chemin de spiritualité, où d'un seul coup, on prend conscience qu'on est plus large que ce que l'on croit être, que l'on appartient à tout, qu'on est relationnel et qu'on est énergie. Et puis on prend également conscience du pouvoir des signes, des synchronicités, des coïncidences. Et puis en devenant de plus en plus sensible par rapport à tout cela, et bien on devient aussi de plus en plus conscient. Et devenant de plus en plus conscient, on participe à s'élever, mais également à élever le macrocosme. Ah bah oui, c'est clair. Puis je peux te dire, en 99, si je dis pas de bêtises, il devait peut-être avoir 10 livres, tu sais, dans le rayon développement personnel. Ouais, absolument. Absolument. Ah, c'est une sacrée découverte. Chouette, bah merci Jérôme de ce temps-là. Et donc tu vas donner une conférence autour de l'anxiété et de l'intelligence du cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Depuis que je suis éditeur, on a la chance aux éditions J'ai lu de faire des études de marché aussi pour comprendre les besoins et les évolutions de la conscience des gens, notamment au niveau du bien-être et de la spiritualité. Et on s'aperçoit de plein de choses. L'un des aspects négatifs que l'on peut relever par rapport à toutes les statistiques, c'est que bien que la spiritualité et le bien-être, ce soit le segment qui se soit le plus envolé de l'édition depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis Covid. C'est ce qui s'est le plus démocratisé, c'est ce qui s'est le plus vendu concrètement. Ouais. Eh bien, parallèlement à ça, les gens vont de plus en plus mal. 9 personnes sur 10
en France se disent chroniquement anxieux et stressés, souffrant de symptômes d'angoisse et d'anxiété. Et je trouve que les statistiques sont très très intéressantes parce que je pense que c'est pas qu'un sentiment. Je pense que ça correspond à une réalité humaine et que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Et alors bien sûr, il y a des anxiétés qui sont gérables et d'autres qui sont plus pathologiques. Et moi, ça m'a vachement intéressé parce que je viens de là, à titre personnel. Okay. Moi, j'ai beaucoup souffert d'angoisse. Et il y a quelques années, on m'a diagnostiqué ce qu'on appelle un TAG. Un TAG, c'est un trouble de l'anxiété généralisée. Okay. Concrètement, un TAG, c'est t'es tellement anxieux, chroniquement anxieux, que tu n'as même plus besoin d'éléments déclencheurs pour avoir cet état d'anxiété. En fait, c'est ton système nerveux qui est déréglé et du coup, tu es plongé dans un état d'anxiété chronique et évidemment, tout participe à te rendre plus anxieux que la veille, mais tu n'as même plus besoin d'éléments déclencheurs pour être anxieux. C'est-à-dire que même quand tout va bien, si tout va bien autour de toi, tu n'arrives pas à relâcher. Donc, tu es en continu En continu, tu es... Okay. En continu, tu es en état d'alerte, tu es en état d'alarme, tu es en production de cortisol et tu t'abîmes, tu te détruis, tu vieillis, tu fais du mal en fait à ton corps, à ton cœur, et puis tu fais du mal aussi aux gens qui t'entourent. Normal. Et donc, moi j'ai guéri de cela. Mais de plus en plus de gens depuis Covid sont diagnostiqués de TAG, de troubles d'anxiété généralisés. Wow. Okay. Ça fait partie des gros booms de la santé mentale, des gros problèmes de notre époque. Donc le fait que 9 Français sur 10 soient touchés par l'anxiété correspond à la fois à une réalité du monde d'aujourd'hui, du monde contemporain, avec toutes ces problématiques que l'on connaît, du système duquel c'est de plus en plus complexe d'en sortir, de s'en libérer. Et en même temps, ça correspond à quelque chose de diagnostiqué pathologiquement chez la plupart des gens. Et donc, comment, à partir de là, on peut dégager une voie qui nous permette de se sortir de cet état d'angoisse, qu'il soit encore une fois pathologique ou simplement je suis pas bien, un état de souffrance, un état de peur dont les causes peuvent être multiples au quotidien. Et il y a des voies, il y a des solutions, il y a une voie privilégiée qui pour moi est l'éveil à l'intelligence du cœur. Comment même c'est possible de percevoir cette voie, de s'engager dans cette voie pour effectuer pas seulement une guérison personnelle, qui est intéressante, mais qui est insuffisante aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi réécrire sa vie, réécrire le système dans lequel notre vie est imbriquée, et réorienter tout le système. Quand je parle de système, c'est qu'on appartient à un système. On appartient à un système de famille, on appartient à un système de travail, un système de voisinage. Tout ça, c'est des tissus relationnels qui nous impactent. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut réécrire et réorienter. Wow, ça peut paraître une montagne, hein, dit comme ça. Oui, ça peut paraître être une montagne, mais je pense qu'on n'a pas le choix en réalité, et je pense qu'on n'a pas le choix à court terme. Je pense qu'on doit vivre cela. Si on veut vivre mieux à titre personnel, et 2, si on veut participer à un changement de conscience, je pense que la spiritualité n'est réelle que si elle est intégrée dans la réalité, que s'il y a une transformation dans la réalité. Sinon, ça reste quelque chose d'égoïste
Et la spiritualité, si elle est égoïste, si elle est juste pour soi, si elle est juste pour se faire du bien, avoir de la pensée positive et des formules magiques et des rituels pour guérir, être bien, attirer l'âme sœur et l'abondance, c'est pas de la spiritualité, c'est de l'égoïsme. Et on participe quelque part à ce qu'est le système d'aujourd'hui. Oui, je vois. Oui, c'est clair. Moi, j'ai eu cette conscience-là il y a très longtemps. C'est quasiment, je crois, au moment où j'ai créé mon entreprise, donc il y a plus de 23 ans. En fait, ce que je ressentais intuitivement, c'était il faut que je mette à contribution mes talents, ce que je suis, tu sais, mes talents innés, pour quelque chose qui me dépasse, pour l'humanité, pour la planète. Et je sentais intuitivement que c'était notre rôle à chacun, tu sais, parce qu'on est tous complémentaires. Et donc, je me suis dit, bon, bah, moi, je vais faire ma part, quoi. On ne parlait pas à l'époque du colibri. Hein. Je vais faire ma part, quoi. Et voilà ce qui m'amène à discuter. C'est très intéressant le point que tu relèves. Et là, c'est l'éditeur qui parle, c'est pas le yogi qui va commenter ce que tu viens de dire. Cette part de contribution personnelle à un collectif d'une certaine façon, à l'humanité, à quelque chose de plus grand, auquel on appartient tous. Dans tous les livres parus avant Covid, on en parlait. Il y avait cette dimension-là. Cette dimension du collectif. On parlait d'éveil de la conscience et de la conscience à un état plus grand. On parlait de l'ego. On parlait. Il y avait la dimension du collectif était très présente. Ce que j'observe depuis 5 ans au niveau de l'édition, toutes maisons d'édition confondues, et surtout ce qui est intéressant, c'est de regarder les livres best-sellers aussi parce ils parlent de notre époque, les livres best-sellers. Eh bien, tout ça est absent. Ok. Donc quoi, c'est quoi, c'est égocentrique? Ouais, c'est la guérison de soi, c'est ma vie à moi, et réussir ma vie à moi, et comment faire de ma vie un succès grâce à la spiritualité, en gros. Ou comment guérir grâce à la spiritualité. Ce qui est une première étape importante. Oui, très. Oui. Mais c'est une étape enfermante si on reste que là. Et on est voué à retomber dans des problèmes, de toute façon, si on reste à cette première étape. Je suis très étonné de ce que tu dis, quoi. Parce qu'en fait, c'est une suite. Enfin, ou alors, c'est pas dit, parce que peut-être qu'ils se disent que c'est une suite logique, mais moi, ça me paraît une suite logique. Si tu es déjà, tu vois, dans cette démarche dont on évoquait d'ailleurs un peu en off, tu vois, de prendre soin de toi, de nourrir, en fait, tous tes réservoirs d'énergie qui sont importants. En fait, tu te rends compte que, inévitablement, tu vas inspirer les gens autour de toi, quoi qu'il arrive. Parce que tu es bien, en fait. Tu es bien à ta tête, tu es bien dans ton corps. Potentiellement, tu dégages une énergie, je pense aussi, qui peut être très différente de la moyenne. Et donc, tu attires aussi des choses dans ta vie. Enfin, moi, c'est vraiment mon quotidien. Donc, je me dis que de manière indirecte, c'est peut-être pas dit, mais de manière indirecte, à un moment donné, tu participes aussi au collectif, en fait. Ouais, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant par rapport au développement des livres précédents, qui insistaient sur la contribution dont tu parles. Parce que se dire je vais être bien, je vais guérir de toutes mes blessures et je vais rayonner parce que je suis bien spirituellement dans ma conscience et que j'ai réussi, et du coup ça va inspirer les autres, c'est pas la même question que celle que tu t'es formulée et que tu as partagée tout à l'heure. Comment je peux contribuer à un dessein et un destin collectif à l'humanité? C'est pas la même question du tout. Non, c'est clair. C'est pas la même orientation, Exactement. C'est-à-dire que les deux sont quand même intimement liés, mais à la base, tu prends pas le même chemin, ça, c'est sûr. Ouais, exactement. Exactement. C'est-à-dire on a effectué qu'un tout petit bout du chemin si on reste là, quoi. Et donc moi, ça va être l'objet de ma conférence, en fait. C'est comment cette ouverture et cette voie de l'intelligence du cœur nous amène à repenser, à réécrire à la fois les systèmes dans lesquels nous appartenons, donc notre famille, le travail, tous les liens que nous nourrissons au quotidien, mais également, à travers ça, du coup, comment est-ce qu'on peut participer à la contribution d'un système vraiment humaniste, humanitaire, collectif, global. C'est ça. Et je pense que c'est l'ambition et l'urgence aujourd'hui. Et que la spiritualité, à travers
cette voix du cœur, ou cette voix de l'âme, ou en tout cas cette intelligence du cœur, doit nous amener à ça. C'est donc forcément aussi rattaché à l'énergie de l'amour. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. L'énergie d'amour, qui pour moi est un état, est malgré tout en relation. C'est ça qui est intéressant. C'est que souvent les états, ils ne sont pas forcément dépendants du fait d'une cause extérieure ou du fait d'être relationnel. Et puis souvent, l'amour, on l'envisage à travers la relation amoureuse, ou en tout cas les liens. Et c'est un lien. Mais comment est-ce qu'on, en développant cet état d'amour à travers l'intelligence du cœur, on peut parvenir, en fait, à changer le système dans lequel nous appartenons, de façon très concrète. Je suis d'accord. Moi, je le vois comme une énergie, l'amour, et c'est en tout cas cette énergie, donc dans mon système de croyance, je le mets, mais dans tout. Tu vois, là, en discutant avec toi, quand j'écris mes bouquins, l'organisation des événements, enfin, j'essaie de mettre cette énergie dans tout parce que je me dis forcément, ça va se sentir, tu vois, d'une manière ou d'une autre. J'y crois beaucoup. Moi, je nous vois tous les uns les autres connectés, c'est comme un fil d'Ariane avec de l'amour dans ce fil. Parce que moi, j'ai conscientisé ça il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années. En fait, j'ai vraiment conscientisé que, OK, bah, ça me demande du temps et de l'énergie, tu vois, de prendre soin de moi. Vraiment. C'est-à-dire, c'est vraiment à caler dans mon agenda et tout, etc. C'est une vraie discipline de vie. Mais je me suis rendu compte en réalité que quand je faisais ça, mais je participais au collectif en réalité. Et ça, je trouve que ça change complètement. Après, tu fais pas, c'est ce que tu disais, bah, tu fais plus pour toi en fait. Tu le fais parce que tu sais en fait que ça sert le collectif. Ouais, absolument, absolument. Moi, l'un de mes modèles par rapport à ça, c'est Marianne Williamson qui a écrit ce chef-d'œuvre qu'on a publié, qui s'appelle Un retour en amour. Un retour à l'amour, qui a été un livre très important pour moi, et j'ai eu cette joie aussi de très très bien connaître Marianne, de l'accompagner longtemps, et Marianne qui est une activiste politique, citoyenne de l'amour, et qui appelle de ses voeux à faire cette transition d'une certaine façon de cet état d'amour, ou cet amour inconditionnel, cette intelligence du cœur, à une révolution d'amour qui soit sociétale. Comment est-ce qu'à travers ça, philosophiquement, intellectuellement, anthropologiquement, on peut repenser la société, lui donner des bases nouvelles, des fondations nouvelles, pour nous permettre individuellement, mais surtout collectivement, de se donner les chances de vivre cela. Tu me donnes des frissons, Jérôme. Je rêve de cette société. Ouais, mais c'est presque tabou aujourd'hui d'en parler et de rêver de cette société. Un peu bisounours même. Ouais. Et alors que c'est très concret. Et c'est là où j'aime l'audace de Marianne Williamson aux États-Unis. Enfin, moi, je suis beaucoup ses travaux, ce qu'elle fait et tout ça, parce que évidemment, elle est moquée ou traitée de bisounours, mais elle va jusqu'au bout, quoi. Elle va jusqu'au bout. Et elle défie les politiques, y compris dans son propre camp, Bernie Sanders, qui est un mec génial, mais qui n'a pas compris ça. Ouais, après, c'est des questions que je Tu sais, je pense à Amma. Tu te connais aussi, Amma? Ouais, bien sûr, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Magnifique. Sa religion, pour ceux qui ne le savent pas, alors religion à mettre entre guillemets, hein, bien sûr, c'est l'amour, justement. Amma est connue, absolument. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, elle fait des câlins aux gens, notamment. C'est ça, en fait, qui l'a rendue célèbre. Et elle fait des tournées. Bah voilà, je trouve que c'est une belle prouesse aussi. Enfin, moi, je la trouve incroyable, cette dame. Hein. Ouais, elle est incroyablement puissante. Et puis, par un geste simple, une évidence, alors elle crée une vague d'amour dans le monde entier. Mais ouais, tellement puissant. Et puis, bon, mine de rien aussi, financièrement, ça marche plutôt bien, on va dire. Elle a cette pertinence, tu vois, d'injecter des fonds dans des projets qui ont du sens aussi derrière. Ouais, mais c'est ça. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Moi, elle m'a complètement décoincé au niveau du câlin. J'étais peut-être un peu coincé du câlin. Et maintenant, je peux faire des câlins à tout le monde. Excellent. Même au bureau. Ouais, même au bureau, je fais des câlins, je vous fais plein de câlins et comme ça. Mais c'est tellement important. Ça fait tellement du bien.
Mais oui, carrément. Moi aussi, je suis monsieur câlin. Ouais, j'adore ça. Ouais, mais écoute, on a hâte de t'écouter. Hein. Ça va être passionnant. Et peut-être rapidement, les 2 bouquins que tu as écrits sur l'amour, parce qu'on parle d'amour, ça parle de quoi précisément? Parce que j'imagine qu'il y a des ponts aussi. Ouais, il y a des ponts parce que en fait, je suis un chercheur. Moi, c'est ce qui me définit le plus. Et du coup, de façon très obsessionnelle, je suis parti d'une question, mais d'une question très personnelle, à savoir, pourquoi moi et tous les autres que j'observe autour de moi, mais ils souffrent autant en amour? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi la chose la plus simple du monde est rendue impossible aujourd'hui, quoi? Mais ça, j'avais déjà fait ce constat il y a longtemps, et le constat n'a fait qu'empirer en réalité, jusqu'à devenir un peu tragique. Et à partir de là, j'ai cherché à comprendre. Et c'était l'objet de mon premier livre qui s'appelle Brûlant d'amour. Suffit-il d'aimer suffit-il d'aimer et d'être aimé pour être heureux? Et c'est vraiment comment est-ce qu'on peut passer de l'amour-souffrance à l'état d'amour, pour vivre une autre qualité d'amour, une autre sensibilité d'amour. Et dans le deuxième livre, c'est la version développement personnel, très pratique, où j'ai fait mener tout un travail de recherche auprès de thérapeutes, de psychologues dans le monde entier qui ont travaillé sur le sujet, sur la relation amoureuse, pour essayer de dégager en fait des questions fondamentales à se poser, parce que le principal obstacle à l'amour, et qui fait que l'amour est une cause de souffrance, c'est qu'on ne sait pas qui on est. Et on sait encore moins qui on aime. On connaît encore moins qui on aime, parce qu'on n'entre jamais dans la tête de l'autre, dans les sensations de l'autre, dans les sensations microscopiques qui circulent, qui se transforment, qui naissent, où d'un seul coup, la personne pense quelque chose, et ça, on n'entre pas dans cette intériorité-là. Et on ne se connaît pas non plus, en réalité. Donc, comment, en partant de toutes nos blessures d'amour, moi je les appelle des brûlures d'amour, eh bien, on peut nous amener à comprendre comment on est, comment on fonctionne, étape par étape, pour nous amener aussi à une autre qualité d'amour, cette intelligence du cœur. Waouh, petit bijou, petit cadeau pour l'humanité, les amis. Merci Jérôme d'avoir fait ce travail, c'est chouette. J'imagine qu'on les... Avec joie. J'imagine qu'on les trouve chez J'ai lu. Non, je publie pas mes livres. Non, mais ce serait un conflit d'intérêts. J'ai comme joie d'avoir une très jolie maison que j'aime beaucoup et que tu connais bien, qui s'appelle les Éditions Erol. Ah oui, magnifique. Mais ouais, on est tellement bien chez eux. Moi, je me sens à la maison. À chaque fois que je vais les voir, c'est un peu en famille, quoi. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est très exactement ça. Ouais. Super. Merci beaucoup, Jérôme. On se retrouve donc du coup le 12 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour t'écouter sur scène. Et on en profitera pour faire un câlin. Ouais, on va vivre une vague d'amour, une révolution d'amour. Yes. À tout bientôt. Passez une belle journée. Merci, Julien. Merci à vous. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était Jérôme Oliveira. Donc, je vous rappelle qu'on retrouve Jérôme au deuxième congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Ça va être un moment très puissant. Il y a plein d'invités passionnants, dont Arnaud Rioux, il y a Maureen Meillet, qui a d'autres? Il y a Christelle Petit-Colin. Vous verrez sur la programmation. Vous allez voir, c'est un régal. Il y a 30 exposants, il y a 8 ateliers participatifs. Toutes les conférences sont des conférences d'ailleurs participatives. L'idée vraiment, c'est que vous viviez des expériences pendant les 2 jours. Et puis surtout, on va être plus de 600 sur place, connectés de la même manière. Beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Et puis on est dans un cadre qui est magique. La plage est juste en face. On va pouvoir aller se baigner pendant les pauses. Enfin bon, bref, ça va être un très très bon moment. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo pour vous montrer un peu l'énergie dans laquelle on était en 2023, c'est la première édition. Et puis on se retrouve demain. Demain, je serai en compagnie de Maureen qui donnera aussi une conférence au Congrès C'est quoi le bonheur pour vous, une conférence autour du couple et de l'amour, justement. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.
Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.